Hello tout le monde, aujourd'hui on va installer un serveur LAMP standard, c'est-à-dire un serveur web. Alors pour info, LAMP signifie Linux, Apache, MySQL, PHP, c'est-à-dire tout ce qu'il vous faut pour héberger un site web moderne. Apache va gérer le protocole HTTP et HTTPS, capable d'envoyer des données aux clients, c'est-à-dire les personnes qui consultent votre site. MySQL va gérer la base de données, qui va généralement contenir les utilisateurs, mais également les articles, les posts et toutes les données dynamiques du site en fin de compte. Et PHP va envoyer des commandes au serveur, et notamment faire le lien entre Apache et MySQL. L'installation d'un serveur LAMP n'est pas très difficile, mais ça peut être relativement long et demande de la rigueur, car la moindre faute de syntaxe peut être fatale. Avant d'héberger un site, il convient bien sûr d'acheter un nom de domaine, c'est-à-dire une adresse de site web. Il en coûtera généralement moins de 15 € par an, et on en trouve pour 1 € seulement si c'est juste pour s'entraîner, ou que ça ne vous dérange pas d'avoir un site en .xyz au lieu d'un .com. Une fois de plus, malheureusement je suis pas sponsorisé, mais je recommande OVH pour la gestion des noms de domaine, dont l'interface d'administration et les serveurs DNS sont vraiment de très bonne facture. Donc OVH si vous passez par là. Mais en tout cas, vous pouvez quand même suivre ce tuto même sans nom de domaine. Il faudra du coup remplacer le nom de domaine par votre IP. Après, je peux pas vous donner plus de détails étant donné que je n'ai jamais hébergé de site web sans nom de domaine. Mais je sais que c'est possible. De toute façon, tout est possible avec Linux. Bon, considérons que vous avez un nom de domaine. On va d'abord donner en hostname de la machine le nom de domaine acheté, puis on va aller rediriger le nom de domaine vers l'IP de la machine. Pour l'exemple, je ne vais rediriger qu'un sous-domaine pour le moment, le domaine principal étant sur une autre machine. Donc il y a énormément de manières de faire sa redirection, mais globalement vous allez devoir faire une redirection de type A vers votre serveur, donc en ajoutant une entrée, en choisissant type A. Si c'est votre serveur principal, vous mettez rien ici, et vous mettez l'IP de votre machine ici. Et si c'est un sous-domaine, donc dans mon cas, machine 2, et l'IP de la machine. Pour moi c'est déjà fait, mais voilà, il suffit de faire next. Et si vous n'avez pas essayé d'accéder au domaine avant, la redirection, en tout cas chez OVH, est effective immédiatement. Donc ce qui compte au final, c'est que vous ayez une redirection de 3W vers votre nom de domaine de type A vers votre IP, et une redirection du nom de domaine sans les 3W vers votre IP également, toujours de type A. Et ici pour l'exemple, moi je vais utiliser un sous-domaine, et donc j'ai redirigé machine2.terageek.org vers l'IP de la machine de tuto. C'est tout pour la configuration des noms de domaine pour le moment. Au final, ça c'est ce qu'on avait vu dans la vidéo des premières choses à faire quand on a son serveur, à la toute fin, c'était le bonus. Et toujours selon la procédure que j'ai également indiquée dans cette vidéo, on va mettre pour hostname de la machine le nom de domaine choisi. Pour connaître son hostname, on tape hostname, ou on a aussi hostname-f qui donne le full qualified domain name. Donc pour ce faire, on édite /etc/hostname. On sauvegarde et on édite /etc/hosts. Comme ceci, et malheureusement vu que les commandes données par la doc de Debian ne fonctionnent pas, on est obligé de reboot la machine, donc shutdown-r now. R minuscule, je me fais toujours avoir. On attend que ça se reboot et on va se reconnecter au SSH. Et on est de retour sur notre machine, et on voit déjà qu'elle s'est renommée en machine 2, et on va taper hostname pour vérifier ça, hostname-f, et on est bon. Évidemment, normalement, c'est un domaine principal que vous allez plutôt mettre là, plutôt qu'un sous-domaine comme j'ai fait ici. Ensuite, comme toujours, on va s'assurer d'avoir une machine à jour, donc apt-get update et apt-get upgrade. Voilà. Et puis, on va installer nos paquets pour le serveur LAMP. Donc d'abord apt-get installe MySQL serveur MySQL client, on valide, et là on va nous demander le mot de passe route pour MySQL. Ça fait partie des mots de passe qu'il ne faut pas oublier évidemment. Donc l'install de MySQL peut prendre un peu de temps, c'est normal. Voilà, ensuite on va installer Apache 2. Et puis on va directement installer les modules PHP pour Apache, donc apt-get install PHP 5, PHP
Clear et PHP 5 MySQL. On voit ici un détail qui est sympathique, c'est qu'on est passé en npm prefork au lieu de npm events. J'expliquerai pourquoi après, c'est intéressant. On va ensuite mettre quelques paquets quasi indispensables, dont certains seront probablement déjà présents, mais on veut en être vraiment sûr. Donc là j'ai des copie-colles. Notamment, on va avoir PHPMyAdmin, qui va nous permettre de créer des bases de données et gérer des bases de données MySQL assez simplement. Apache 2 npm prefork, donc là qui apparemment est déjà installé. Et puis OpenSSL qui peut être utile si vous vous intéressez au HTTPS à un moment donné. Donc PHPMyAdmin nous demande quel type de serveur on utilise. Ici c'est un Apache 2, donc on sélectionne Apache 2 avec espace puis on fait entrer. PHPMyAdmin nous dit qu'il a besoin d'une base de données pour fonctionner, donc on met yes. On nous demande le mot de passe route de la base de données MySQL qu'on a créé tout à l'heure. Puis le mot de passe pour PHPMyAdmin. Puis on va s'installer une chier de paquets pour PHP 5, donc des add-ons de PHP 5 pour être sûr de ne manquer de rien. Donc là encore, certains seront dans tous les cas déjà installés, et vous pourrez retrouver cette liste évidemment dans la description, dans le lien sur terrageek.org. Voilà, j'espère que vous êtes allé prendre un café pendant que ça s'installait ou que vous avez un serveur qui a un SSD. Ensuite, on va faire exactement pareil, mais pour Apache 2 cette fois-ci, donc encore des modules. On y va. Et voilà, bon déjà on est à peu près sûr de ne pas manquer de paquets essentiels. D'abord on va voir si ça a fonctionné en tentant d'accéder à la page par défaut. On tape son IP ou son nom de domaine dans sa barre de navigateur. Et là on peut voir qu'on a bien la page par défaut d'Apache 2, ce qui veut dire qu'Apache 2 est bien installé et fonctionne a priori correctement. Si on a un quelconque souci, on peut afficher les logs. cat var log syslog. On peut voir là par exemple qui a des infos sur Apache 2, ou alors il y a toujours cat var log Apache 2 error.log. Là on a éventuellement les erreurs d'Apache 2. Donc, si on a un souci, on fouille là-dedans, on essaie de voir une erreur qui pourrait être liée au fait que ça ne fonctionne pas correctement. Examinons maintenant comment ce qu'on a installé se présente et se configure. On a les configs Apache 2 dans etc Apache 2, avec notamment apache2.conf qui contient la config principale, mais aussi d'autres configs pour les mods dans mods available. Dans sites available, c'est là qu'on retrouvera la config nécessaire à chaque site pour fonctionner, ce qu'on appelle les virtual hosts. On a également conf enabled pour des configs particulières, mais ici on ne l'utilisera pas. Ensuite, Apache 2 va avoir diverses commandes qui commencent par A2. Par exemple, A2nSite pour activer un site web, ou A2nmod pour activer un mode. Avec leurs opposés, A2dissite et A2dissmod pour désactiver un site ou un mode. Pour se souvenir de ces commandes, il suffit de penser à leur signification. A2 pour Apache 2, EN pour enable ou dis pour disable, et le suffixe mod ou site ou encore conf, ce qui nous donne par exemple A2nSite. Après chaque modification, il faudra restart ou reload Apache avec service Apache 2 reload qui va reloader toute la config d'Apache 2, ou alors le plus brutal, service Apache 2 restart, ou encore une autre commande dont certains dérivés peuvent servir dans certains cas mais pas aujourd'hui, qui va être systemctl restart Apache 2. Ensuite dans etc PHP 5 Apache 2, on va avoir le fichier php.ini qui contient la config de PHP. À noter qu'on n'aura jamais à reboot PHP qui dépend en fait totalement d'Apache. Et enfin dans etc MySQL, on va avoir my.cnf qui est le fichier config de MySQL. Donc ensuite j'avais prévu de changer le worker, c'est-à-dire ce qui gère les différentes instances d'Apache, pour gagner en vitesse, en passant donc du worker npm event à npm prefork. Et apparemment on est déjà en npm prefork. C'est pas grave, je vais quand même vous montrer comment ça se passe pour
avoir la notion de comment gérer les modes. Donc on va aller se placer dans etc Apache 2 modes available. On voit qu'il y a énormément de modes disponibles. Donc normalement on édite la config du mode qu'on veut activer, par exemple ici npm prefork. D'ailleurs on va en profiter pour régler ça de manière un petit peu plus brutale. Donc ça c'est les limites du nombre de processus qui peuvent être lancés en même temps. Évidemment c'est ajusté en fonction de l'utilisation, mais là on a une config qui devrait suffire dans la plupart des cas. On sauvegarde ça. Donc quand je modifie ce genre de modes qui sont assez cruciaux, je préfère personnellement arrêter Apache, donc service Apache 2 stop. Ensuite on fait un A2 dismode npm event. Là on nous indique qu'il est déjà désactivé. Puis ensuite on ferait un A2 nmod npm prefork, mais là il va être déjà activé aussi. Et là on nous indique qu'il y a un potentiel conflit, et autant pour moi en fait en lisant correctement les messages, il s'agit d'un éventuel conflit entre event et prefork, mais comme on a désactivé déjà event, il n'y a pas de souci. On va vérifier que la config est toujours bonne, donc c'est bien ce qu'on a choisi. On va aussi vérifier dans cd mods enabled nano npm prefork.conf qu'on a bien les paramètres qu'on a réglés. Donc en fin de compte, mods available se copie au lancement dans mods enabled. On va aller dans le dossier Apache 2 et on va éditer directement apache2.conf. Donc ici il y a énormément de choses qu'on peut régler. Il y a aussi beaucoup de documentation, notamment le keep alive est parfois recommandé à tourner sur off. Dans ce fichier config là on note qu'il y a des majuscules sur les variables, donc c'est bien de les respecter. Et puis on va aller rajouter deux petites mesures de sécurité, donc on va voir si les variables existent. Donc il y a server signature qui n'existe pas et server tokens qui n'existe pas. Donc on va aller tout en bas de la page. Pour aller plus vite dans Nano on a CTRL V. Et on va rajouter à la fin ces deux lignes. Server signature off et server tokens prod. Ce qui va en fait masquer simplement certaines informations d'Apache 2 qui peuvent être indiquées parfois, qui pourraient donner des indices à d'éventuels hackers sur votre configuration et donc leur faciliter la tâche. On sauvegarde ceci et bien sûr maintenant on peut relancer Apache. On vérifie évidemment que ça fonctionne toujours avec son IP ou domaine. On a toujours la page par défaut, tout va bien. Et ensuite on rentre dans la config de PHP. On va donc aller dans /etc php5 puis apache 2 et on va éditer le php.ini. Attention ici les commentaires ne sont plus des dièses mais des points-virgules, on est en PHP. Donc là ce que je fais là est optionnel pour que le serveur fonctionne évidemment, mais c'est dans un but d'optimisation et de ne pas rencontrer de soucis par la suite. Donc on va chercher max execution time. Donc pour rappel dans Nano, pour rechercher une variable, on a CTRL W, ce qui fait gagner un temps fou. Donc là on est à 30, mais parfois on a des scripts qui peuvent être assez longs à se lancer, donc on va passer ça à 60. On a également le max input time, qui est déjà à 60, pas de souci. Donc ça c'est le temps maximum pour qu'un script puisse récupérer les données dont il a besoin pour travailler. Ensuite on a le memory limit, qui est à 128 mégaoctets par script. Ça peut parfois être pas assez, si on a des scripts assez lourds, on va le mettre à 256. À considérer évidemment en fonction de la RAM que vous avez disponible sur votre serveur. Ensuite on a la taille des fichiers maximum que vous pouvez envoyer avec upload max file size. Par défaut vous ne pouvez pas envoyer de fichiers supérieurs à 2 mégaoctets. Donc moi comme j'ai pas envie d'avoir de vraies limites là-dessus, je vais mettre 10 gigaoctets directement. Ensuite on a display errors. Donc manifestement il y a plusieurs occurrences de cette variable et il faut trouver la bonne. Donc là on est bien en off. Si jamais vous développez en PHP, vous voudrez peut-être les mettre sur on. En l'occurrence, on préfère masquer ça pour les visiteurs. Ensuite, on a des fonctions éventuellement à supprimer, parce qu'elles peuvent représenter un risque de sécurité. Donc on va aller se placer à la fin de la ligne. Et là, évidemment, vous retrouverez ces choses à supprimer sur le site terrageek.org. Donc je les rajoute à la fin. Et puis on va s'assurer que le jeu de caractères est bon. Et on va aller chercher pour ça mbstring language. Il y a plusieurs occurrences de cette variable. On va décommenter celle-ci et on va la passer en UTF-8. Et il y a également sa petite copine, cette commande
qui est mbstring detect order, qui par défaut je pense est en auto, mais on va quand même la décommander pour en être sûr. Et voilà tout pour PHP, on reboot Apache. On revérifie que ça fonctionne toujours, même si on n'a pas de PHP pour le moment. On va pas toucher à la config MySQL pour le moment, mais si besoin vous savez où la trouver. Par contre on va apprendre à faire des bases de données. Tout à l'heure on a installé phpMyAdmin, on va donc s'en servir rapidement pour tester. On va donc visiter notre nom de domaine ou IP et rajouter /phpMyAdmin. On passe directement ça en anglais parce que le français c'est moche pour ce genre de choses. On met ses identifiants, donc username ça va être root, et le mot de passe c'est celui que vous avez défini à l'installation de MySQL et phpMyAdmin. Voilà, donc l'interface ressemble à ça. On crée une database, on va dans database, on choisit un nom, en mode collation, ça nous va très bien. Si c'était pour un site WordPress par exemple, je l'appellerais wp-nom du site. Je vais en faire une qui s'appelle comme ça. Et ensuite, il faut qu'on crée un utilisateur qui va pouvoir accéder à cette database. Pour ce faire, on va aller dans Privilèges. On sélectionne notre base de données, on va dans Privilèges, Add User. On choisit son nom. Par exemple, nom du site. A priori, on va s'y connecter que de manière locale, donc pour éviter d'avoir plus de chances de se faire pirater, on restreint au local. Pour le mot de passe, on peut générer un mot de passe aléatoirement, qu'on retrouve ici. Et on voit ici qu'il y a bien la case cochée Grant all privileges on base WP nom du site. Et on va tout en bas, et on valide avec le petit Go. On peut sauvegarder une base de données avec export. Ici, elle est vide, mais sinon vous pouvez télécharger un petit fichier qui contiendra toute la base de données pour éventuellement le transférer sur un autre serveur par exemple. Et on peut évidemment supprimer une database. On va aller dans Operations, Drop the database. La database a disparu. Puis on va retourner sur l'accueil, on va aller dans Users, et on peut également supprimer un utilisateur. Par exemple ici, nom du site, et on coche directement la case Go. phpMyAdmin fonctionne en PHP, donc ça veut dire qu'a priori on a un PHP qui fonctionne correctement, ce qui est une bonne nouvelle. Et en tout cas phpMyAdmin et PHP 5 qui fonctionnent tous les deux correctement vont vous être utiles quand vous voudrez déployer un site type CMS comme WordPress ou PHPBB. Et puis on va enfin créer notre premier site web. Bon, j'essaye de rester calme pour ce tuto parce que c'est quand même un gros tuto. Mais on va enfin créer notre premier site web, qui va pas contenir grand chose malheureusement, ça sera pour le tuto suivant. Donc comme on a un FTP par utilisateur, c'est assez sympathique d'avoir un utilisateur par site web. Donc c'est ce qu'on va faire. Ici je vais faire un user qui s'appelle machine2 comme le domaine, mais si c'était le user pour héberger par exemple terrageek.org, je l'aurais appelé terrageek. Donc add user, machine2, on lui met un mot de passe. Et puis on va lui faire un sous-dossier contenant le futur site web. On va l'appeler html-public. Vous pouvez l'appeler comme vous voulez, mais la convention veut qu'on utilise HTML public. Bon, comme on vient de créer le dossier en route, on va devoir changer son appartenance. Une pratique qui fonctionne pas mal pour moi, c'est de donner le fichier à l'user d'Apache 2 et au groupe de users dans lequel on se trouve. Je sais qu'on n'a pas encore vu la gestion des permissions, mais pour le moment, faites-moi juste confiance. On va donc utiliser la commande chown. chown-r, majuscule, www.data. Donc ça, c'est le process d'Apache 2, en fin de compte, et de PHP 5, qui dépend d'Apache 2. Machine2, /home, machine2, HTML, public. Et maintenant seulement on va créer un virtual host pour pouvoir accéder au site. L'idée c'est que l'adresse du nom de domaine pointe vers le dossier correspondant au site. Alors là les virtual hosts ont un peu changé entre Apache 2 et Apache 2.4. Je pars du principe que vous avez un système à jour et une version récente d'Apache. Pour gagner du temps, on va se faire donc ce qu'on appelle un template, c'est-à-dire un modèle qui va nous servir à chaque fois qu'on créera un nouveau site. Donc on va dans Site Availables, on voit les configs par défaut qui sont activés et qui font qu'on voit la page de test. On fait notre template, donc nano template.conf. Notez que la config doit toujours se finir par .conf. Je vous en fournis un sympa de ma composition qui sera dispo sur le site, lien dans la description évidemment.
Voilà le fichier, donc on va l'examiner un petit peu. Donc on a une balise VirtualHost qui indique qu'on est dans une VirtualHost. Cette étoile indique qu'on écoute sur toutes les IP de la machine. Et 2.80 sur le port 80. Donc dans cette rubrique, on va avoir l'adresse principale du serveur, qui généralement commencera par 3W. Ici, vous avez un alias, donc c'est un autre nom de domaine qui permet d'accéder au site. En général, on met le même nom de domaine, mais sans les 3W. L'email de l'admin de la machine. Donc ici, vous avez l'adresse qui indique où se trouve le dossier de votre site. Puis, vous avez des règles concernant ce dossier. Donc il faut remettre le dossier une deuxième fois. Et donc sans ces règles, on ne peut pas afficher le site correctement. Donc ça, c'est vraiment les règles de base à activer systématiquement. Et puis, vous avez l'endroit où va se situer le log, alors les logs même, puisqu'il y en a deux. Et donc, c'est bien de renommer ça avec le nom du site, comme ça vous avez un log par site, ce qui permet de vite voir s'il y a quelque chose qui cloche sur l'un des sites que vous hébergez. On sauvegarde donc ce template, et on va le copier directement, cp template.conf. Donc ici, vous allez mettre votre nom de site. En l'occurrence, pour moi, c'est machine2.terageek.org.conf, ne pas oublier le .conf. Et on va aller éditer ce fichier. Donc server name dans mon cas, machine2.org. Serveur alias, bon, en réalité il n'y en a pas, mais je peux très bien remettre la même chose. Serveur admin, donc là j'ai pas d'email admin pour le moment, j'en ai pas. Le document root, c'est donc le nom d'utilisateur qui contiendra votre site. Ici pour moi c'est machine2. Et puis le nom de votre site, pour moi encore c'est machine2, de sorte à avoir des logs qui portent le nom du site. On sauvegarde, et on va tout de suite activer le site, donc avec A2N site, machine2.terageek.org.conf, et évidemment il faut reload Apache 2. Et on va directement check si ça a fonctionné, en se rendant à l'adresse en question. Bon, ici pour moi ça fonctionne pas, donc on va essayer de trouver pourquoi. Il n'y a pas d'erreur. Est-ce qu'il y a des access? Il n'y a pas d'access. On va essayer de désactiver la config par défaut. C'était donc ça le problème, il fallait désactiver la config par défaut, et le souci est rentré dans l'ordre. Évidemment là il n'y a rien sur notre site, donc on a juste un navigateur de fichiers. D'ailleurs si on rajoute des fichiers et qu'on veut juste faire un simple partage de fichiers, ça peut être pratique. Maintenant il doit y avoir quelque chose dans access.log, il faudra que je masque mon IP en post-traitement. On peut effacer ceci. Bon, si ça ne fonctionne pas pour vous, en tout cas l'activation de ce site, vérifiez votre config, désactivez le site avec A210 site, reloadez Apache, faites les modifications qu'il faut à votre virtual host, puis réactivez le site et reloadez Apache. Dans notre cas, comme PHP MyAdmin fonctionne, ça veut dire que PHP fonctionne, mais on va quand même vérifier la config de PHP avec un petit PHP info. Donc on va aller se placer dans le bon dossier. Et on va rajouter un petit fichier php info.php. Le code vous le retrouvez sur le site, mais il est assez simple, c'est vraiment du PHP de base. On sauvegarde, on va voir si on peut y accéder malgré le fait qu'on l'ait créé avec root. Et ça fonctionne quand même. Donc là on a vraiment énormément d'infos sur PHP. Tous les modules installés, les configs, les limites. Ça peut être utile pour diagnostiquer un PHP qui aura des soucis. On peut éventuellement corriger les droits sur les fichiers, hein, comme je le rappelle, avec un chown-r www.data et ainsi de suite. Si jamais on rencontre le moindre souci, et notamment si on veut installer un WordPress, mieux vaut que les fichiers appartiennent à www.data et au groupe de l'utilisateur qui va gérer ces fichiers en FTP pour éviter un quelconque souci. Et ça fonctionne, nickel. Voilà, on a terminé notre serveur web. J'espère que ça n'a pas été trop dur pour vous. On va être prêt pour installer un CMS, donc WordPress et compagnie. Le prochain tuto vous montrera d'ailleurs comment installer un WordPress dans tout ça. Il me faut à peu près 5 minutes pour déployer un WordPress avec cette méthode, donc ça devrait être rapide à montrer. En tout cas, c'était un peu le bordel à préparer ce tuto, mais je pense avoir fait quelque chose de clair. J'ai essayé de rester calme pendant tout le tuto, donc si vous le voulez bien, un petit pouce vers le haut pour l'effort, ça serait sympa. Vous pouvez m'aider à continuer grâce à Tipeee, ce serait vraiment très apprécié. Si vous voulez ne rien louper, pensez à vous abonner à la chaîne. Sur ce, moi je vous dis à plus sous Linux.